La lumière du soleil filtre à travers la canopée forestière, créant des motifs sporadiques parmi les arbres à feuilles persistantes et les bambous imposants. Le soleil se lève sur une chaude matinée de la fin du Pléistocène dans le sud de la Chine, il y a environ 2 millions d'années. Des ruisseaux paisibles serpentent à travers la verdure et le chœur matinal des oiseaux perce l'air. C'est un paradis luxuriant, parfait pour l'épanouissement de la vie sous toutes ses formes. Une agréable pause face aux vents glaciaux de l'ère glaciaire qui s'abattent sur l'Europe et l'Asie du Nord, à quelques milliers de kilomètres au nord. Un petit troupeau de mammifères à sabots, probablement des cerfs, traverse les colonnes de bambou pour brouter la végétation. Ils doivent rester vigilants, car les tigres sont natifs de la région en bien plus grand nombre qu'aujourd'hui. L'un des petits mammifères lève prudemment la tête pour vérifier l'absence de danger avant de se mettre à boire. Ils sont en sécurité. Mais cette paix est éphémère dans le monde naturel. Peu après avoir commencé à boire, une volée d'oiseaux les fait fuir vers la sécurité du sous-bois, effrayés par quelque chose d'énorme se déplaçant dans la végétation. Comme dans un film hollywoodien, les buissons de l'autre côté du ruisseau s'agitent de plus en plus vite jusqu'à ce qu'une grande ombre noire émerge de l'enchevêtrement de bambous et de feuilles. C'est un primate colossal de couleur rougeâtre, musculeux et puissant. Alors que son visage se dégage progressivement de la verdure, il semble presque humain. Une expression douce et lente se dessine sur ses joues massives, tandis qu'il s'arrête lui aussi pour vérifier l'absence de tigre. N'en voyant aucun, le primate Gigantopithecus, un énorme singe éteint, peut descendre au ruisseau pour boire. En tant que mâle adulte solitaire, c'est son territoire, et il passera la matinée à le parcourir à la recherche de nourriture et d'eau. Bien que les mammifères à sabots, terrifiés, aient disparu depuis longtemps, ils n'auraient pas dû s'inquiéter. Gigantopithecus est strictement végétarien, et les aurait au mieux simplement écartés pour pouvoir boire en paix. Ce singe géant se tient grand et fier dans sa forêt natale. C'est l'un des animaux les plus remarquables vivant dans ces forêts, et peu de choses peuvent lui nuire. En traversant un bosquet de bambous, il se retrouve dans une clairière forestière densément entourée par d'autres membres de son espèce, sa famille. Plusieurs femelles, quelques jeunes mâles et des petits nés l'année précédente sont sous son commandement. En tant que chef de sa troupe, il les défendra férocement contre les mâles rivaux et les prédateurs, engendrant autant d'enfants que possible pendant son règne. Lui et les siens sont les plus grands primates ayant jamais vécu, il y a environ 2 millions d'années. Un certain genre de singe a commencé à apparaître dans les forêts subtropicales du sud de la Chine. Puissant, musclé et intelligent, il présentait les traits caractéristiques de nombreux singes contemporains ainsi que ceux qui partagèrent sa forêt à l'époque. Contrairement aux autres singes, cependant, notre singe était un géant, pesant potentiellement plus de 200 kg et mesurant environ 3 mètres de haut. Gigantopithecus était le genre de créature que l'on s'attendrait à rencontrer uniquement dans les fables et le folklore. Seulement 4 exemples d'os de mandibules, ainsi que des milliers de spécimens de dents potentielles, sont connus de ce géant, de sorte que les scientifiques ne peuvent pas être entièrement certains de la taille exacte du singe. Néanmoins, ces spécimens appartenaient bien à un singe, et un massif. En l'état actuel des connaissances, Gigantopithecus était une créature qui aurait pu être environ 40% plus lourde que le gorille mâle moyen, les plus grands singes vivants aujourd'hui. Gigantopithecus est devenu connu de la science en 1935 lorsque l'anthropologue Ralph von Königswald s'est vu présenter 2 dents molaires, ce qui l'a conduit à décrire l'espèce Gigantopithecus blacki, la seule espèce définitive du genre. Bien qu'une autre espèce, Gigantopithecus bilasporensis, ait été proposée, elle semble plutôt appartenir à l'espèce indienne Indopithecus gigantus. Des spécimens potentiels de Gigantopithecus ont été découverts par la suite en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie, mais le singe est le plus étroitement associé au sud de la Chine, où il aurait vécu dans des forêts chaudes et subtropicales à feuilles persistantes. De manière surprenante, les dents de Gigantopithecus ont initialement été considérées comme appartenant à un membre de la tribu Hominini, contenant les humains, les chimpanzés et les gorilles. Cependant, des études récentes ont placé l'animal plus précisément dans la sous-famille des Ponginae. En d'autres termes, les parents vivants les plus proches de Gigantopithecus
sont les orang-outans. Ainsi, de nombreuses reconstructions de cet animal magnifique le représentent avec un pelage orange hirsute et de larges flanges de joues très similaires à ses parents contemporains. En réalité, la véritable apparence de Gigantopithecus ne peut être déterminée sans plus de preuves fossiles. C'est la structure de la mâchoire inférieure qui a conduit les scientifiques à placer ce géant plus près des orang-outans que des humains et des chimpanzés. Bien que les reconstructions artistiques du singe le peignent ressemblant à un orang-outan, la forme générale du corps est souvent beaucoup plus proche de celle du gorille. Cela est probablement dû au fait que les scientifiques ont automatiquement supposé que, puisque les gorilles sont les plus grands singes vivants, Gigantopithecus devait se tenir et marcher d'une manière similaire. De telles vérités restent à découvrir, et il se peut qu'éventuellement nous puissions déterminer avec une précision exacte à quoi ressemblait ce singe. Une chose dont nous pouvons être sûrs est que Gigantopithecus était herbivore. Son apparence redoutable pourrait amener certains à supposer un régime potentiellement pondéré en faveur de la viande ou une palette omnivore, mais les études sur les dents et les mâchoires de ce géant préhistorique placent fermement Gigantopithecus aux côtés des végétariens du monde naturel. Les mâchoires du singe sont profondes et robustes, et ses dents sont à couronne basse et épaisse en couche d'émail. Beaucoup des dents connues de la science montrent également des preuves étendues d'usure, indiquant que le singe les utilisait pour broyer de la matière végétale coriace riche en fibres. Quant à ce que Gigantopithecus mangeait exactement dans sa forêt natale chaude, nous pouvons examiner la matière végétale native de la région à la même époque. Le bambou abondait dans le sud de la Chine vers la fin du Pléistocène, ainsi que des tubercules et des fruits. Les figues, les banians, les mûriers et les arbres à pain étaient probablement consommés en grande quantité par ces singes géants. Étant donné que Gigantopithecus passait probablement beaucoup de temps à se promener sur le sol de la forêt plutôt qu'à se balancer dans la cime des arbres, nous pouvons deviner que de grandes quantités d'herbes ont également été consommées. Beaucoup de ces plantes nécessitent un ensemble robuste de dents pour être traitées en raison de leurs extérieurs abrasifs et fibreux. C'est là que ce géant de la forêt excellait. Gigantopithecus semble également avoir souffert de sa gourmandise pour les fruits. 11% des molaires découvertes du singe semblent avoir été touchés par des caries dentaires, et plusieurs spécimens montrent également des preuves d'émail mal formé. Les scientifiques attribuent cette dernière condition à des pénuries alimentaires potentiellement fréquentes, car l'hypoplasie de l'émail peut se former en raison de la malnutrition pendant la croissance. La perte de dents est également connue chez ces singes, spécifiquement dans un spécimen connu de la grotte de Yanliang en Chine, mais cela ne semble pas avoir trop affecté l'individu qui semble avoir mené une longue vie malgré l'affliction. Des niveaux élevés de dimorphisme sexuel ont également été suggérés chez Gigantopithecus, encore plus que ceux observés chez les gorilles modernes, avec leurs mâles dos argentés massivement volumineux. L'existence d'une telle caractéristique aurait indiqué une compétition fréquente entre mâles rivaux. Mais les scientifiques ne croient pas que de telles confrontations auraient conduit à des conflits mortels en raison du manque de protubérance et de longueur des canines. C'est vrai. Gigantopithecus, l'une des créatures les plus impressionnantes que la préhistoire ait jamais vues, a coexisté avec certains de nos premiers ancêtres. Remontez plusieurs milliers de générations et vos parents auraient pu partager les anciennes forêts de la Chine du Pléistocène avec un parent géant d'orang-outan plus grand que les plus gros gorilles. Ce n'était pas non plus une simple rencontre fortuite. Le géochronologue Jack Rink de l'université McMaster en Ontario a utilisé une datation absolue de haute précision pour conclure que Gigantopithecus et Homo erectus, une espèce humaine archaïque qui nous a précédé Homo heidelbergensis, les Néandertaliens et les Denisoviens ont vécu ensemble dans les forêts chaudes à feuilles persistantes d'Asie du Sud pendant environ 1 million d'années. Au cours de cette période, Gigantopithecus serait devenu une vue familière pour nos premiers ancêtres Homo erectus. Sans preuve, il est difficile de dire comment certaines de ces interactions ont pu se dérouler. Bien que les espèces d'orang-outans modernes aient un tempérament généralement doux, les mâles adultes sont connus pour devenir agressifs lorsqu'ils sont menacés ou effrayés. Cependant, les orang-outans adultes sont souvent observés interagissant avec les touristes voyageant dans leur forêt natale
et sont plus susceptibles de fuir le danger dans la cime des arbres que de l'affronter de front. De ce point de vue, peut-être que les individus Gigantopithecus ne représentaient une menace pour les humains que lorsqu'ils se sentaient acculés ou si les premiers humains osaient tenter une chasse aux Gigantopithecus. Cela dit, Gigantopithecus n'était pas un orang-outan moderne et ne vivait pas vraiment comme tel. Il est théorisé que ce singe passait une grande partie de sa vie au sol, où il aurait été forcé d'entrer en contact avec les humains beaucoup plus que ses homologues modernes. Dans de telles circonstances, peut-être que des conflits territoriaux ou une compétition pour les sources de fruits auraient pu pousser les deux espèces vers des confrontations dangereuses. Compte tenu de la taille de ces singes et sachant à quel point les singes modernes peuvent être dangereux lorsqu'ils sont menacés, il est prudent de dire que face à une attaque de Gigantopithecus, seul et désarmé Homo erectus n'aurait eu aucune chance. Comme c'est le cas pour de nombreuses espèces de mégafaune éteintes du Pléistocène, nous ne pouvons pas exclure complètement l'interférence humaine dans la disparition de ces grandes bêtes. C'est en fait l'une des théories en cours concernant la disparition de ce grand singe, mais nous en discuterons plus en détail plus tard dans cette transcription. Comme discuté tout au long de la vidéo, dans le sud de la Chine pendant les millénaires où Gigantopithecus régnait en maître dans une forêt subtropicale abondante en verdure, spécifiquement en plantes fruitières, en herbes et en bambou. Des restes du singe géant ont également été découverts à Hainan, en Chine, qui à l'époque aurait été une véritable forêt tropicale humide, mais l'animal favorisait généralement des habitats plus proches de la première description. L'air de sa forêt natale était chaud et humide. La verdure était dense et en regardant vers le haut, il aurait souvent été difficile de voir le ciel à travers la canopée. Parmi les bambous poussaient des bouleaux et des chênes en grand nombre. Et le sol de la forêt aurait été recouvert d'épaisses verdures d'herbes, de fougères, de buissons et d'herbes. Le sud de la Chine vers la fin du Pléistocène était vraiment un paradis pour les naturalistes. C'était potentiellement l'une des faunes les plus diversifiées et les mieux documentées du Cénozoïque, présentant un chevauchement particulier de créatures désormais perdues par l'extinction, ainsi qu'une pléthore d'espèces modernes. Parmi les créatures connues et décrites de la faune du Pléistocène du sud de la Chine, Gigantopithecus et Homo erectus sont les plus connus. Mais si nous regardons un peu plus loin, nous pouvons voir un monde presque alien de merveilles écologiques. Un véritable musée vivant. Des parents anciens d'éléphants modernes, tels que le cynomastodon, se vautraient dans les lacs et les étangs aux franges du territoire de Gigantopithecus. Plus petits que les éléphants asiatiques modernes, avec des jambes beaucoup plus courtes et un corps en forme de tonneau. Beaucoup plus grand était le stégodon, également apparenté aux éléphants avec une forme beaucoup plus reconnaissable. Les tapirs, les sangliers, les rhinocéros, les cerfs muntjac et les gaures constituèrent le stock le plus reconnaissable de mammifères à sabots qui se seraient rassemblés en grands groupes dans le sous-bois. Mais plusieurs animaux éteints beaucoup plus étranges vivaient à leur côté. Le Chalicotherium aurait été observé occasionnellement dans les profondeurs brumeuses du sous-bois, broutant dans les arbres ou mangeant potentiellement des pousses et des fruits. C'était un chalicothère, membre d'un groupe bizarre de mammifères désormais entièrement perdus par l'extinction. Ils ont prospéré à travers les époques de l'Oligocène et du Miocène avant de se diriger régulièrement vers une lente extinction au Pliocène et au Pléistocène. Le Chalicotherium était l'un des derniers de son espèce et, de son vivant, n'aurait ressemblé à aucun autre mammifère vivant aujourd'hui. Au lieu de cela, il semblait amalgamer des éléments de divers groupes de mammifères. De nombreux chalicothères ressemblaient vaguement à des chevaux dans la tête et le corps, mais possédaient des membres plus proches de ceux d'un gorille ou d'un paresseux terrestre géant. Beaucoup d'espèces marchaient sur leurs jointures et utilisaient de longues griffes courbes pour brouter la végétation, équipées de bras puissants pour attirer la végétation vers leur bouche. Avec son corps large, son cou trapu et son visage court, le Chalicotherium aurait été l'un des plus grands herbivores de la région aux côtés de Gigantopithecus et des parents d'éléphants susmentionnés. Parmi le stock carnivore vivant aux côtés de Gigantopithecus, se trouvaient des espèces de dholes ou chiens sauvages, des meutes qui parcourent encore l'Asie du Sud et de l'Est aujourd'hui. Des ours sont connus de la région, y compris Ailuropoda baconi, une espèce éteinte de panda. Très peu de choses sont connues sur le mode de vie de cet animal,
mais il pourrait potentiellement être un ancêtre direct des pandas géants modernes d'aujourd'hui. Qu'ils mangeaient encore de la viande comme la plupart des espèces d'ours modernes, ou s'ils avaient en fait commencé à passer à un régime purement végétarien, n'est pas connu. L'un des prédateurs les plus mortels de la région était le Megantereon, une espèce de plus en plus familière de chat à dents de sabre, mentionnée de plus en plus dans les nouvelles et les médias paléontologiques populaires. Bien qu'il mesurait moins de 2 mètres de longueur, ce n'était toujours pas une créature à prendre à la légère. Des individus Homo erectus imprudents ont potentiellement rencontré leur fin prématurée aux mains de ce félin, ainsi que de nombreuses espèces de petits herbivores à travers la région. Comme certains grands félins modernes, le Megantereon était très robuste, pas un chasseur de poursuite rapide, et aurait plutôt été beaucoup mieux adapté à tendre des embuscades à ses proies depuis les buissons et le sous-bois des forêts. Même avec l'élément de surprise de son côté, il aurait été très peu probable que Gigantopithecus soit au menu. Gigantopithecus et Homo erectus n'étaient pas les seuls primates à résider dans ces anciennes forêts subtropicales, et vivaient à leur côté des macaques, diverses espèces de singes, et même les parents de Gigantopithecus, les orang-outans. De plus, Meganthropus, une espèce de singe mystérieux d'une taille similaire à Gigantopithecus, a été identifié dans la région par le paléoanthropologue américain Russell Siochon en 2009, encore une fois à partir de quelques dents. Étroitement lié à Gigantopithecus, l'apparence et la taille exacte de ce singe se sont révélés être une énigme pour les scientifiques, et on a même pensé autrefois qu'il était étroitement lié à Homo erectus, en raison de sa découverte près d'un site riche en outils anciens. Pour le moment, Meganthropus a été placé de manière incertaine dans la même sous-famille que Gigantopithecus, les Ponginae, et tout ce que nous pouvons faire pour en savoir plus, c'est attendre. Comme pour de nombreux animaux préhistoriques qui se sont éteints avant l'avènement de la science moderne, il est difficile pour les experts de déterminer exactement comment et quand Gigantopithecus a disparu. On estime que le singe a erré dans les forêts tropicales chinoises jusqu'à il y a environ 300 000 ans. Un minuscule jet de pierre à l'échelle du temps géologique. Nous, Homo sapiens, sommes en fait apparus sur la scène à peu près au même moment où les derniers Gigantopithecus mouraient, ce qui était une période de changement climatique drastique et sévère. C'est ce changement climatique que les scientifiques croient avoir été le facteur principal de la chute du plus grand singe ayant jamais vécu. Hervé Boschrens, un chercheur de l'université de Tübingen en Allemagne, a étudié la disparition de Gigantopithecus, concluant que le changement climatique a conduit les forêts subtropicales dont notre singe dépendait pour se nourrir à disparaître. Les forêts et les forêts tropicales se sont transformées en savanes et prairies, et de nombreuses espèces de plantes dont dépendait Gigantopithecus en particulier, les diverses espèces de fruits, sont devenues localement éteintes dans la région du sud de la Chine. Un animal de cette taille aurait nécessité d'énormes quantités de nourriture, et les quantités rares de nourriture appropriées dans les prairies sèches auraient exercé une forte pression sur l'espèce. À mesure que la nourriture dont il dépendait disparaissait, les singes disparaissaient également. Bien sûr, nous ne pouvons pas exclure que les humains anciens aient pu avoir quelque chose à voir avec la disparition de Gigantopithecus, que ce soit par la chasse ou le conflit direct, ou indirectement par la compétition. Lorsque Homo erectus s'est installé dans la région, il aurait été probable que ces premiers hommes et femmes exploitent une large gamme de sources de nourriture, et il y aurait eu sans aucun doute un chevauchement entre les singes géants et nos ancêtres. Alternativement, peut-être que l'Homo erectus intelligent et porteur d'armes a directement chassé le singe. Sans preuve suffisante, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais il semble certainement que le changement climatique et la perte d'habitat et de nourriture semblent avoir été les principaux coupables. Tout au long des profondeurs de la préhistoire, d'autres espèces de singes éteints ont existé qui sont liées à Gigantopithecus. Ce n'était pas le seul primate spectaculaire à exister tout au long de la fin de l'ère Cénozoïque. Toute une série d'autres Ponginae, liés aux orang-outans modernes, ont partagé la forêt avec notre géant au cours du Miocène, du Pliocène et du Pléistocène. Le plus répandu, connu et diversifié de ces genres était Sivapithecus, qui, bien qu'ayant existé plusieurs millions d'années avant Gigantopithecus dans les collines de Sivalik du nord de l'Inde, était l'un des premiers singes de la sous-famille Ponginae à évoluer.
Il est probable qu'une des espèces connues de Sivapithecus était l'ancêtre des orangs-outans modernes qui partageaient les forêts du sud de la Chine avec Gigantopithecus et le Meganthropus susmentionné. Initialement considéré comme un ancêtre des humains, Sivapithecus mesurait 1,5 m de longueur et aurait ressemblé à quelque chose comme un chimpanzé moderne, avec le visage d'un orang-outan moderne. Il est probable qu'il passait du temps à la fois au sol et dans les arbres, et prospérait dans les prairies de savane, ouvertes à travers les régions nord et ouest de ce qui est maintenant l'Inde, mâchant des graines et des herbes avec ses dents puissantes. 3 espèces sont reconnues, Sivapithecus indicus, Sivapithecus sivalensis et Sivapithecus parvada. N'importe laquelle d'entre elles aurait pu conduire à la diversification des singes pongines au temps plus récent. Persistant également tout au long de l'époque du Miocène était Indopithecus, un autre grand singe des collines de Sivalik. Indopithecus, qui se traduit en anglais par singe indien, était plus grand que Sivapithecus, et son histoire est étroitement liée à celle de Gigantopithecus. Indopithecus giganteus était environ la moitié de la taille de Gigantopithecus, mais lui était très étroitement apparenté, au point où les scientifiques ont envisagé de placer l'espèce sous le genre Gigantopithecus à la place. Il a reçu son propre genre pour l'instant, placé à côté de son parent gigantesque dans la tribu Sivapithecini. La taxonomie peut souvent être un domaine d'étude confus et compliqué pour les scientifiques, et les espèces et les genres sont souvent reclassés et déplacés lorsque de nouvelles découvertes émergent des études. En voyageant vers l'est, de retour en Chine, nous rencontrons un autre singe du Miocène tardif lié à Gigantopithecus, Lufengpithecus. Des milliers de restes de dents sont connus de ce singe, ainsi qu'une poignée de fragments de crâne. Et à partir de ceux-ci, 3 espèces sont connues. Fait intéressant, certains chercheurs du genre croient que Lufengpithecus aurait pu être l'ancêtre de tous les singes africains et hominines, ce qui signifie que si vous remontiez suffisamment loin, vos prédécesseurs auraient pu se balancer dans les forêts subtropicales du sud de la Chine, scrutant prudemment le sol en dessous à la recherche de crocodiles et de chats à dents de sabre. Coradpithecus est le dernier singe pongine du Miocène tardif à explorer. Ce genre était connu des forêts tropicales de ce qui est maintenant le Myanmar et la Thaïlande en Asie du Sud-Est, existant il y a 7 à 9 millions d'années. Relativement peu de choses sont connues sur ces singes, mais comme d'habitude, nous les connaissons grâce à de multiples fragments de dents et de mâchoires bien préservés. Il est probable que ce singe ressemblait beaucoup aux orang-outans modernes, alors qu'il grimpait dans les arbres de sa forêt natale humide. Bien sûr, les singes pongines sont encore vivants aujourd'hui. Nous connaissons 3 espèces qui ont persisté à travers les extinctions de la mégafaune du Pléistocène jusqu'à nos jours. Ce sont l'orang-outan de Bornéo natif, des forêts tropicales de Malaisie occidentale, et d'Indonésie, sur l'île de Bornéo, l'orang-outan de Sumatra, natif du secteur nord de l'île indonésienne de Sumatra, et l'orang-outan de Tapanuli, reconnu beaucoup plus récemment natif des minuscules parcelles sélectionnées de la forêt, juste au sud de ses cousins, à Sumatra. Ce sont des singes notoirement doux qui montrent tous des exemples de dimorphisme sexuel. Les mâles éclipsent les femelles avec leur corps volumineux, leurs bras puissants et leurs grandes flanges de joues utilisées à des fins d'affichage. Les 3 espèces vivantes aujourd'hui sont répertoriées comme étant en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'UICN, ce qui signifie qu'elles sont toutes à risque immédiat d'extinction. Cela est dû au braconnage, à la déforestation et même au commerce illégal d'animaux de compagnie. Plusieurs organisations de conservation et organismes de bienfaisance de premier plan se battent pour la survie des orang-outans, mais chaque espèce continue de connaître des déclins de population. 2 autres espèces d'orang-outans, l'orang-outan vietnamien et l'orang-outan chinois, existaient au Pléistocène mais sont maintenant éteints, laissant derrière eux leurs 3 parents contemporains dans les annales de la préhistoire. Recherchez en ligne Gigantopithecus à n'importe quelle capacité, et il ne faudra pas longtemps avant que vous ne voyiez le grand singe désigné comme le vrai King Kong ou quelque chose du genre. La réalité d'un géant préhistorique vivant parmi le monde des singes perdus, il est difficile de ne pas comparer au célèbre gorille fictif de Skull Island. Mais certaines personnes ont poussé les mythes et les histoires entourant Gigantopithecus
encore plus loin. Et la créature s'est en fait retrouvée synonyme des mythes de cryptozoologie des divers hommes-singes sauvages qui s'étendent à travers le monde. Des créatures non documentées telles que le Yeti, Bigfoot et le Yowie. Selon la communauté de cryptozoologie, de petites populations de Gigantopithecus auraient pu survivre à l'extinction de leur espèce, se maintenant dans de petites poches dans l'Himalaya, formant les mythes et légendes. De nombreux paléontologues, anthropologues et autres scientifiques contemporains ne soutiennent pas cette théorie, cependant, insistant sur le fait que Gigantopithecus a malheureusement disparu depuis longtemps en raison du manque de preuves à la fois pour les Yétis et pour les singes éteints géants persistants jusqu'à nos jours. Les théories associant Gigantopithecus à ces bêtes mythologiques remontent à 1960, lorsque le zoologiste Vladimir Tchernevsky a décrit des photos de prétendues empreintes de Yétis des alpinistes britanniques, Eric Shipton et Michael Ward, des profondeurs de la chaîne de montagnes de l'Himalaya dans la revue Nature. Tchernevsky a comparé les empreintes à la description scientifique de Gigantopithecus, attirant l'attention temporaire du monde scientifique. Bien que la communauté scientifique soit restée peu impressionnée à long terme, les passionnés de cryptozoologie se sont lancés dans une recherche mondiale de ces énormes singes qui se poursuit à ce jour. L'anthropologue Grover Krantz était l'un des rares non-scientifiques notables à encourager la recherche de Bigfoot, insistant sur le fait que la créature existait et passant une grande partie de son temps à rechercher les mythes. Connu pour ses études sur d'autres spécimens de primates fossiles tels que Ramapithecus et Homo erectus, les théories de Krantz sur Bigfoot sont considérées avec suspicion dans la communauté scientifique moderne. Krantz a cependant suggéré que si Bigfoot devait recevoir un nom scientifique, ce devrait être Gigantopithecus canadensis, le singe géant du Canada. Conclusion. Si seulement la mégafaune parcourait encore la Terre aujourd'hui. Nous sommes si proches et pourtant si loin de tant d'espèces. Vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui n'avez manqué de voir un Gigantopithecus vivant et respirant que de quelques centaines de milliers d'années. Cela peut sembler un grand saut, mais comme nous l'avons brièvement évoqué auparavant, c'est vraiment juste un clin d'œil lorsque vous considérez les 3,7 milliards d'années que la vie a existé sur notre planète. La prochaine fois que vous verrez un orang-outan, que ce soit une photo ou peut-être un individu dans un zoo, pensez à Gigantopithecus. Imaginez à quel point cela a dû être spectaculaire pour les premiers de nos premiers ancêtres en Asie de rencontrer une créature si bizarre et pourtant si familière. Ont-ils regardé dans les yeux du singe géant et reconnu les similitudes entre lui et eux-mêmes? Qu'ont-ils pu voir dans ces forêts tropicales chaudes que nous ne pourrons malheureusement jamais voir? C'est vraiment une pensée incroyable. Nous ne pourrons peut-être jamais voir le plus grand singe ayant jamais existé à l'époque moderne. Mais la diversité des primates à l'époque moderne est quelque chose à contempler. Du plus petit microcèbe au plus grand gorille. Nous avons tous quelque chose en commun à une échelle génétique.